Bienvenue sur les Success Stories genevoises, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui façonnent l'économie et l'innovation à Genève et parfois bien au-delà. Ce format est à retrouver en audio sur Spotify, Apple Podcast et en vidéo sur YouTube. Bonne écoute. Isabelle Arche, bonjour. Bonjour Mathieu. On est très content de te recevoir pour ce podcast dédié donc aux Success Stories genevoises. Donc toi, tu es à la tête de l'entreprise Arche, entreprise familiale fondée par ton grand-père en 1957 et donc qui est spécialisée dans le transport et le stockage de biens, c'est ça? Exactement. Donc aujourd'hui, petit point de situation, l'entreprise emploie environ 130 personnes à Genève, à Lausanne et en Suisse alémanique. Ouais, exactement. Bienvenue Isabelle. Merci. Toi, tu as rejoint donc l'entreprise familiale en 2011 après un master en droit. Est-ce que pour toi, c'était écrit tu devais rejoindre l'entreprise familiale ou à l'époque, tu avais envie de faire quelque chose d'autre? Alors je dirais que à Berlin, justement, c'est le moment où j'ai pris la décision. Donc avant de partir à Berlin, j'avais toujours été très attirée par l'entreprise, mais j'avais aussi envie d'être sûre que c'était mon choix que de rejoindre l'entreprise. Parce que mon père, il avait une grande envie que je puisse reprendre l'entreprise, qu'elle reste en main familiale. Mes grands frères et sœurs n'ayant pas souhaité la reprendre avant moi, donc je suis la cadette. Mais j'avais envie que ce soit vraiment mon choix personnel et pas pour faire plaisir à mon père. Mais parce que tu faisais des études à Berlin. Alors j'ai fait mon master, mon bachelor et mon master en droit à Genève et j'ai fait une année Erasmus à Berlin. Okay. Et je me suis justement dit, c'est en partant loin de ma famille, de mes racines, que je pourrais forger mon propre choix. Donc c'est là-bas que tu as eu un déclic, en fait, c'est ça que tu me dis? Déclic, je dirais pas, mais c'est là-bas que je m'étais dit, c'est là-bas que je ferais un choix, parce que mon père aussi, il avait déjà l'âge de la retraite, il l'avait déjà atteint, donc je savais que si c'était pas moi qui reprenais, lui, il fallait qu'il puisse s'organiser. Donc un peu inconsciemment, il y avait quand même cet enjeu de timing. Mais qu'est-ce qui a fait pencher la balance alors? Et t'hésitais entre quoi et quoi aussi, je suis curieux. Alors, à vrai dire, j'avais pas vraiment d'autres... Il n'y avait pas vraiment d'autres choses qui me drivaient. Je suis curieuse sur beaucoup de choses. D'ailleurs, faire un choix, ça avait été difficile parce que c'est exclure d'autres voies. Donc, ça a été un choix difficile de faire du droit, même si le droit mène à tout. Donc, c'était un peu un choix qui permettait de laisser ouvert beaucoup de voies. Et puis, à Berlin, je crois que ce qui a été le déclic, c'est qu'après l'arrivée, où on fait beaucoup de rencontres, voilà, c'est aussi une ambiance assez décontractée. Et en fait, j'ai ressenti que j'avais besoin d'un challenge et d'un vrai driver dans ma vie. Et que je pense que le challenge de reprendre une entreprise, ça me convenait. Mais sûrement, à l'époque, tu aurais pu aussi te dire, je lance ma propre entreprise aussi. Est-ce que ça t'est passé aussi, cette idée, ça t'est passé par la tête? Non, en toute sincérité, je pense que j'aurais pas été capable de faire une start-up. Ouais. Je suis très admirative de tous ceux qui se lancent. Parce que je pense que quand on se lance dans une start-up, ça veut dire qu'on a un désir très profond et une grande conviction sur un sujet en particulier. Ce que justement, je n'avais pas, dans le sens où je suis attirée par énormément de sujets. Je suis très généraliste dans mes approches, même aujourd'hui, dans ma manière de gérer l'entreprise. Je touche vraiment à tout. Donc, j'aurais eu de la peine à vraiment choisir une voie pour ensuite la développer. Donc là, j'ai eu de la chance finalement que dans la famille, il y ait cette opportunité. C'est totalement autre chose, effectivement aussi. C'est un autre défi, ça t'a pas fait peur de se dire, je vais reprendre quand même une institution, quand même, c'est un héritage. Ça, comment tu l'as anticipé, cette histoire? Je me suis pas posé la question. À l'époque, j'avais 22 ou 23 ans, donc j'étais très jeune et franchement, on se pose pas ces questions à cet âge-là. Probablement que si j'avais pris la décision 10 ans plus tard, tous ces aspects m'auraient traversé l'esprit et peut-être m'auraient fait beaucoup plus hésiter. Donc finalement, le fait d'avoir... Ouais, exactement, la fougue de la jeunesse, je pense que ça m'a aidé à prendre ces décisions sans forcément en percevoir toutes les conséquences, juste motivé par le désir de m'investir pleinement dans un projet et dans cette société dont j'étais très fière et voilà, à laquelle j'avais envie de donner une suite. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment tu as fait tes premiers pas en fait, dans l'entreprise familiale? Parce que tu n'es pas rentrée directement directrice, j'imagine. Ah non, alors loin de nous, je dirais, de cette idée, ni à mon père ni à moi, ça a traversé l'esprit. Il faut s'imaginer que voilà, j'ai rejoint, donc je suis rentrée de mon séjour à Berlin, j'ai encore terminé mon master en 6 mois et ensuite j'ai intégré l'entreprise. Donc j'avais 24 ans et puis je ne savais pas grand-chose de la vie active. Donc j'avais plein de notions théoriques de droit, mais ça forge bien, franchement, l'esprit d'analyse et la réflexion. Mais ça ne te dit pas comment gérer un client, ça ne te dit pas comment se déroule un déménagement, des papiers de douane, etc. Donc vraiment, pour mon père, ce qui était primordial, c'était que j'apprenne le métier et que j'apprenne le métier auprès de nos collaborateurs. Il m'a fait tout un programme de formation
qui devait se dérouler sur 5 ans à la base, pendant lequel je devais passer à travers tous les départements. Et puis, c'était vraiment super, super formateur. J'ai commencé dans un département, puis après, en réalité, je suis allée dans le département plutôt en fonction des urgences ou en fonction de ce que je pouvais percevoir comme intérêt et action peut-être à mener, parce que je pouvais apporter un œil un peu nouveau. Et donc, voilà, ça s'est fait vraiment au fil de l'eau. Et progressivement, j'ai repris des responsabilités, en fait, mais de manière assez naturelle. Tu pouvais décider avec ton père, finalement, de certaines décisions, ou tu étais plutôt en observation, là, à ce moment-là? Alors, beaucoup en observation, surtout au début, mais assez rapidement, je donnais des conseils ou je l'interrogeais beaucoup, en fait. Je le questionnais beaucoup sur pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Il faut aussi se rendre compte qu'à l'époque, en 2011, on a fait une année difficile. On s'est repris, voilà, tout à tout, un petit revers de marché. On était moins compétitifs, on avait un peu perdu des clients historiques. Donc, on a vraiment rentré dans une période difficile. Ce qui fait que, pour moi, ça a été aussi l'opportunité d'apporter un peu des idées fraîches. Alors, franchement, comme je dis, beaucoup de fausses bonnes idées, mais au moins, il y avait un débat qui était mené. Et je pense que si tout roulait, si tout allait bien, mon père il m'aurait dit: «Bon, écoute, tes idées farfelues, reviens plus tard». Alors que là, il y avait quand même un enjeu important. Il fallait se renouveler, on sentait qu'il y avait des choses à apporter. C'était parfaitement dans le scénario, formateur. Surtout, ça m'a appris, non seulement j'ai appris le métier au contact de mes collègues, mais aussi j'ai appris à prendre des décisions ou à devoir réfléchir à des situations avec mon père. Et vraiment, avec mon père, on avait une relation formidable. On avait beaucoup d'estime mutuelle et du coup, c'était vraiment un plaisir de travailler avec. Et moi, j'ai beaucoup recopié comment il fonctionnait. Et aujourd'hui encore, des fois, je me dis: «Ah mais là, on dirait mon père, quoi». Par exemple. Je pense que dans la manière de conduire les séances, il avait une grande autorité, mais pas autorité cassante ou brimante ou quoi que ce soit, mais vraiment une forme d'autorité, tout en conservant vraiment une humanité et une capacité à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Tout en menant les débats, un moment en coupant aussi, un moment où on s'éloigne trop du sujet, donc en recadrant, mais en étant quand même très ouvert et très intégrant. Pas faire des monologues, donc ça, je pense que j'ai beaucoup appris. Puis aussi dans la manière de négocier, ou dans la manière de gérer des litiges, parce que voilà, c'est Le des choses management, qui ça, ouais, ouais. voilà, donc sur plein de choses, ouais, j'ai vraiment beaucoup appris, juste à l'observer. Et vous arriviez tous les deux à décrocher, enfin, quand vous étiez à la maison, on parle tout le temps de Ouais, c'est l'entreprise vrai. ou pas? Ou on arrive ou pas? C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'entreprise, hein, surtout que, c'est un sujet qui fait partie de la famille. Je pense que ça n'a jamais été un poids ou jamais un fardeau. Par exemple, ma mère qui était là aussi sans travailler dans l'entreprise. Bon, moi, j'ai aussi beaucoup parlé avec ma mère durant tout et encore maintenant d'ailleurs, au conseil d'administration, donc c'est encore vraiment un appui précieux. Mais surtout à mes débuts, j'ai beaucoup parlé, beaucoup raconté sur tout le pan RH parce qu'en fait, c'est difficile, hein, le management, c'est beaucoup de la connaissance de soi aussi, donc j'avais vraiment besoin de pas mal parler et elle m'a beaucoup aidée. Justement, je voulais me poser la question aussi, quand tu es passée de collègue, donc cette étape de formation, à directrice, là tu avais 28 ans quand tu es devenue directrice. Comment tu as géré cette relation avec tes anciens collègues, ce changement de statut? Bon, ça s'est fait naturellement parce que j'ai pris plus de responsabilités progressivement. Et puis, dès le départ, on va dire que le ton avait été donné. Donc, ils savaient que j'étais collègue. Bon, déjà, quand on est collègue, fille de, on a déjà un statut quand même un peu particulier, je pense. Ouais, tu le ressentais. Je pense même moi-même, enfin, au début, je pense pas forcément, mais quand même, il y a un moment quand on prend des responsabilités, je trouve que c'est aussi sain de pas être trop dans une relation amicale parce qu'après, on peut aussi être biaisé ou faut rester objectif. Donc, si après, évidemment, après on est des humains, on a des relations, on apprécie les gens, mais je pense qu'il faut quand même garder certaines limites. Ça s'est fait naturellement pour toi, ouais, c'est ça, en tout cas. Oui, je pense que j'ai toujours veillé à garder une certaine distance aussi parce que j'ai mon cercle familial, j'ai mon cercle amical. Donc voilà, mes collègues, j'ai d'excellentes relations avec, je les apprécie, on partage des moments voilà, forts. Mais on n'est pas passé du Mais tutoiement au vouvoiement du jour au non, non, lendemain. non, non, pas du tout. Non, surtout que je suis arrivée, tout le monde on se tutoyait, c'est clair. C'est plutôt maintenant où il y a des gens qui me connaissent d'avant, on se tutoie, des nouveaux où moi je leur dis vous pouvez me tutoyer, mais des fois ils n'arrivent pas. Donc c'est là où il y a un peu un mix qui est pas
pas toujours très simple. Toi, tu as eu aussi un sacré baptême de feu hein, en tant que directrice avec la crise du Covid, parce que là, c'était du coup, en 2020, toi, ça faisait combien de temps que tu étais directrice à ce moment-là? Bon, ça fait déjà 5 ans. 5 ans, ouais, ça reste quand même jeune dans la carrière, tu vois. Comment tu as vécu cette période? Enfin, c'est la première une grosse crise qu'on n'avait jamais connue jusqu'ici. En tant que jeune dirigeante, voilà, tu as toute cette émotion, toute cette pression à gérer. Comment ça s'est passé? Je dirais que en fait, la crise du Covid, c'est peut-être une des crises qui a été le plus indolore à mon niveau. Alors pas forcément pour l'entreprise, hein, on a quand même eu des moments difficiles, mais d'un point de vue purement personnel, je l'ai vraiment bien vécu parce que j'avais une super équipe et cette crise finalement, elle n'était pas liée à une erreur de management, à peut-être, un problème de compétitivité ou, une restructuration. C'était un événement complètement externe qui nous tombe dessus et finalement on n'est pas responsable d'une telle crise. Je veux dire, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir anticipé le Covid. Donc finalement, toutes les mesures qu'on va prendre et tout ce qu'on met en place, c'est que pour améliorer, gérer la situation du mieux possible. Donc déjà, personnellement, je me rendais pas coupable de peut-être traverser une crise. Et puis j'en avais déjà traversé quand je suis arrivée. Alors je n'étais pas dirigeante, mais finalement, je l'ai vécu comme si je l'avais été. Et donc à chercher des solutions, à voir comment se repositionner, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place. Donc en fait, c'est vraiment un système de pensée que j'avais déjà mis en place. Et comme je dis, là, c'était vraiment indépendant de notre action antérieure. Donc finalement, on pouvait que améliorer la situation. C'est pas un si grand chamboulement que ça, c'est ça que tu essaies de me dire? Après, ça l'a été plutôt d'un point de vue personnel, la peur que le système de santé s'écroule, de ne pas savoir où on va. Après, comme je disais, quitte à vivre une crise, autant la vivre en Suisse. Quitte à vivre une crise mondiale. Je veux dire, en Suisse, on a quand même eu des aides formidables. Les RHT, ça a été un mécanisme incroyable pour maintenir les emplois, pour alléger les charges. Alors après, c'est assez choquant et violent au mois d'avril quand on a quand même si on a mis pas mal de personnes en RHT, on a quand même toujours un fonds qui travaillait, de l'admin, quand même les commerciaux, parce qu'on ne veut pas manquer des appels, être proche des clients pour quand ça reprendra. Mais quand chiffre d'affaires, on fait zéro. Donc ça, c'est assez violent, parce que nos équipes, bah voilà, c'était pas très clair si le déménagement ou les transports, on pouvait ou pas. Non, mais c'est clair, c'était quand même il y avait une zone très Non, il y avait opaque. une zone d'incertitude qui était très, très importante, mais rétrospectivement, elle me marque moins parce qu'on a été soudés. C'était aussi le premier, je pense, à cette époque, je venais de mettre en place mon équipe, dont j'étais vraiment satisfaite. Et ça a été un peu le crash test et il a vraiment prouvé que l'équipe fonctionnait. Donc voilà, et quand on sent une solidarité, quand on sent une entraide et que tout le monde est orienté solution et ensemble, ben, même si c'est dur, on se sent unis. Ce côté, toi, tu l'as dit, donc tu es la 3e génération. Comment on fait évoluer un secteur? Bah voilà, quand on est la jeunesse, tu l'as dit, durant ta part de formation, tu essayais de proposer des idées. Comment on peut innover une entreprise familiale qui a de nombreuses années? Ma méthode, c'est vraiment d'être très respectueuse de l'historique, parce qu'il faut toujours voir d'où on vient. Donc on peut arriver avec notre œil neuf et un peu l'arrogance de la jeunesse. Je pense qu'au début, je suis arrivée, il y avait plein de trucs que je disais: «Non, mais comment on peut faire ça?» Ça semblait un peu dépassé. Mais voilà, je pense qu'il faut garder cet œil critique. Puis après, il faut aussi, à mon avis, ce qui était important, et ça c'est mon père qui m'a permis de le tempérer, aller au rythme de l'entreprise. Parce que, OK, vous arrivez, t'es jeune, t'as plein d'idées, mais il y en a, ils sont là depuis 20 ans, ils ont participé à la construction de l'entreprise. Tu peux pas les bousculer et être complètement trop violent dans la manière de révolutionner les choses. Donc moi, je dis toujours, j'aime pas révolutionner, j'aime faire évoluer. Je trouve que c'est important. Mais je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Alors le changement, c'est sûr que c'est toujours une épreuve, même quand c'est pour le mieux. Il y a quand même toujours un peu un frein au changement. Et je pense que c'est important de bien communiquer, d'expliquer pourquoi et d'accompagner le changement. Et le temps, c'est aussi important de prendre le temps. Ouais, donc pas de chamboulement, mais une évolution. C'est un peu ça Voilà. pour résumer. En parallèle de ton rôle de CEO chez Arch, tu es aussi la présidente de la Chambre de commerce de Genève. Bah déjà, ma première question, qu'est-ce qui t'a fait aller dans ce secteur-là, dans ce côté volet politique ou pour les entreprises? Est-ce qu'il y a eu un élément, c'est ton poste de directrice ou être au centre des affaires? J'ai toujours été très intéressée par et impliquée par la vie de la cité.
Je pense qu'on est dans un système exceptionnel en Suisse. C'est notre démocratie semi-directe, la proximité avec nos autorités, l'impact que chaque citoyen peut avoir sur le système, il est vraiment précieux. Je trouve qu'aussi, il fonctionne vraiment bien. Il y a quand même énormément de choses qui fonctionnent bien pour que les entreprises se développent, pour que les collaboratrices et collaborateurs se développent aussi. Donc, on est quand même dans un environnement qui est favorable, même s'il se durcit, même s'il y a des défis, hein. Je mets pas tout ça de côté, mais je trouve que quand on se compare, on peut quand même s'estimer chanceux. Et moi, je me suis toujours, plutôt estimée chanceuse et j'aimerais faire en sorte que ça puisse se maintenir et que, finalement, apporter un peu à mon échelle, une contribution. Donc ça part de là et puis que ça m'intéresse beaucoup les sujets liés à l'économie et aux politiques. Pour répondre à ta question, j'ai commencé à être là-dedans lorsqu'il y a une initiative sur la taxation des successions. Donc, maintenant, il y en a de nouveau une. Donc, c'est vraiment des sujets récurrents. Je crois que c'était en 2014. Et puis, je m'étais exprimée à l'occasion d'un forum ou d'un débat, mais entre peu de personnes. Et puis, quelqu'un m'a repéré, entre guillemets, il m'a dit: «Ah, mais est-ce que tu serais prête à témoigner là?» Et en fait, de fur et à mesure, de fil en aiguille, j'ai fini sur Infrarouge, un débat en live pour m'exprimer sur ce sujet en tant qu'entreprise familiale et les conséquences sur les entreprises familiales. Directement concerné, voilà. J'ai aimé avoir ce rôle d'expliquer une position et de me sentir légitime à donner un point de vue. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore légitimement, hein, je veux dire. Mais quand on reprend une entreprise, on se rend compte de tous ces aspects. C'était un peu la porte-parole de ces entreprises-là concernées. Alors, c'était pas mon but d'être porte-parole à ce moment, franchement, mais c'était surtout de témoigner. C'était plus en mode témoignage et témoigner sur la réalité des choses, de dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, de fil en aiguille, c'est passé effectivement un rôle maintenant plus général pour, effectivement, en tant que présidente de la chambre, où là, finalement, je me bats pour l'ensemble du système économique et pour l'ensemble de nos membres. Et alors aujourd'hui, quels sont les atouts pour un entrepreneur d'être à Genève? Genève, c'est vraiment une place économique extrêmement puissante. Enfin, franchement, il y a énormément d'entreprises, il y a énormément d'activités. Ça, je crois qu'on peut le voir. Moi, je le vois en comparaison. On est quand même dans d'autres villes de Suisse romande. Et même s'il y a aussi eu des développements importants dans d'autres, Genève, ça reste où il y a toujours une activité qui est quand même assez constante. Parce que on peut développer quand même beaucoup nos affaires dans cet écosystème. Ensuite, c'est pas facile non plus tous les jours, hein. Il y a beaucoup de concurrence. Nous, dans notre secteur, forcément, ça attire beaucoup de sociétés. Donc, c'est le revers de la médaille. Donc, il y a beaucoup de concurrence, une concurrence qui n'est pas toujours fair, on va dire. Mais voilà, il faut faire valoir ses atouts. Mais c'est où alors? Qu'est-ce qu'il faudrait... Voilà, si là c'était le positif dans le côté à améliorer à Genève, qu'est-ce que tu verrais comme point pour un entrepreneur? Une des difficultés, je trouve, en tant qu'entreprise, et nous, on a expérimenté pendant longtemps, c'est la difficulté de se développer à cause de la place. Donc, le manque d'espace pour les entreprises, il est vraiment important. Bon, après, Genève est un petit canton, donc un petit exigu. Nous, on est dans un secteur dans lequel on aurait pu se développer parce qu'il y a de la place, en tout cas, on a de la place en hauteur, à Carouge, mais on ne peut pas parce que la zone est vouée à d'autres projets. Donc, pendant longtemps, on s'est développé un peu par morcellement. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on perd beaucoup d'efficacité, une inertie qui est pas terrible. Mais voilà, aujourd'hui, je suis contente parce qu'on a vraiment pu construire un dépôt de stockage de 7000 m² à Meyrin, du coup. Voilà, la nouvelle zone logistique, hein, ce qui est aussi normal. À l'époque, mon grand-père, il s'était installé à Carouge, c'était dans les années 70. Donc évidemment, moi, je ne suis pas à contre-courant. Donc je comprends qu'il faut se déplacer, que les activités économiques, elles se déplacent aussi au fur et à mesure de la mutation de la ville. Et voilà, donc aujourd'hui, on se développe, mais ça a mis du temps. Et ça, des fois, on ne sait pas auprès de qui s'adresser. On a eu un peu des fois de difficultés à savoir par quel bout prendre cette problématique. C'est le volet administratif, c'est ça que tu me parles, des démarches administratives. Ouais, c'est vrai que... Alors, on travaille beaucoup avec la FTI, qui est franchement un vrai partenaire. Moi, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec eux. Après, ils ont les surfaces qu'ils ont, donc c'est pas miraculeux, hein. S'ils n'ont pas de surface ou énormément de surface, c'est pas forcément facile. Il y a aussi beaucoup de contraintes liées à l'économie des sols, ce que je peux aussi comprendre, ou à l'efficience. Mais des fois, c'est pas toujours simple d'adresser les besoins des entreprises et puis de faire coïncider tous les critères
politique, économique, topographique qu'il faudrait. Ce manque de territoire, est-ce qu'il t'a poussé à te développer autre part en Suisse ou tu as réussi toujours à jongler finalement, à t'en sortir à Genève? Non, effectivement, pendant plusieurs années, on s'est un peu tourné vers les autres cantons, aussi parce qu'il y avait des opportunités pour des rachats d'entreprises et que pour nous, c'était important d'avoir une couverture nationale. On a d'abord racheté une société en Suisse alémanique et puis plus récemment et de manière plus fréquente, on a racheté des entreprises dans le canton de Vaud. Et c'est vrai que le canton de Vaud a d'autres avantages. Là, vraiment, il y a de la place et puis c'est moins cher aussi, hein. Les loyers au mètre carré, ils sont quand même nettement moins élevés. Mais c'est là aussi où j'ai pu me rendre compte que la dynamique économique, elle n'est pas non plus tout à fait la même. Il y a bien sûr, mais le poids de Genève, là, j'ai compris que ça reste quand même incontournable et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans nos secteurs, Genève continue d'être une zone où on peut avoir de la croissance. Moteur économique, c'est ça. Je voulais te poser aussi cette question parce que voilà, toi, tu as eu cette notion de courage de reprendre l'entreprise familiale. On voit qu'en Suisse et à Genève aussi, beaucoup d'entreprises familiales, elles peinent à assurer la relève. Est-ce que, selon toi, on est en train de perdre un peu ce modèle qui fait la Suisse? Genre la peine à dire parce que j'ai pas les statistiques et je connais pas non plus suffisamment d'entreprises qui sont à remettre pour pouvoir avoir un avis objectif. Je pense que ça risque de l'être parce que c'est un poids important, c'est un engagement à long terme. Même ma génération, on a peut-être moins de facilité à se projeter dans un tel engagement à long terme, mais c'est clair que c'est la réalité, hein. Si on reprend une entreprise, bon, moi je l'ai rachetée à mon père. Quand on s'engage, c'est pas pour juste 3 ans et voir si ça me plaît ou pas. Néanmoins, diriger une entreprise, ça offre aussi énormément de liberté de choix, paradoxalement, parce qu'on peut aussi développer l'entreprise d'une manière qui nous corresponde. Donc en fait, voilà, pour autant évidemment qu'on ait les mêmes intérêts, on peut aussi façonner son rôle de manière importante parce qu'on est aux commandes. Quand on est au moment de la reprise, on ne se rend pas compte de ça. Moi, je n'étais pas vraiment consciente de cette possibilité quand j'ai repris l'entreprise. Mais aujourd'hui, je me rends compte. Et au niveau avec ta casquette de présidente de la Chambre de commerce, tu es aussi au cœur des enjeux politiques. Comment tu perçois l'évolution du climat politique en Suisse et à Genève? Alors, on sent quand même une certaine polarisation, des débats peut-être un peu plus tendus, où le dogme remplace peut-être un peu le dialogue. Ça, c'est un peu la vision peut-être négative ou aussi qu'on est influencé aussi peut-être par ce qui se passe à l'étranger, hein. On entend tous les jours des news des US, tous les jours des news de la France, qui ne sont pas des modèles de dialogue exceptionnels. Donc c'est dur à dire qu'est-ce qui est de l'ordre d'une certaine influence externe ou vraiment ce qu'on ressent. Je trouve qu'on a de bonnes discussions Quand même. avec les autorités, avec aussi les pouvoirs politiques. Mais c'est vrai qu'il faut quand même sans arrêt aller se battre sur des initiatives qui viennent péjorer possiblement nos conditions cadres. Donc on est toujours sur la défensive d'une certaine manière. On doit toujours aller se défendre pour non, pas un nouvel impôt. Pourquoi est-ce que cet impôt il serait néfaste à l'économie, aux entreprises, aux chefs d'entreprise? Et toujours aller un petit peu dans ce sens-là, plutôt que d'avoir des lois et de se battre pour des projets qui nous permettent de nous développer. Plutôt freiner plutôt qu'avancer. Enfin, ça. C'est ça, plutôt dans la défensive, un mode défensif plutôt qu'un mode avancer et mener des projets positifs, plutôt que de devoir éviter une détérioration des conditions cadres. Et ça, c'était la même chose auparavant. Qu'est-ce qu'on te disait? Ou c'était autant intense? J'ai l'impression que, alors ça il faudrait voir les statistiques, mais qu'il y a énormément d'initiatives parce que finalement le nombre de personnes signataires nécessaires pour faire aboutir une initiative, il est resté stable alors que la population a augmenté. Donc il n'y a pas vraiment d'indexation du nombre de personnes nécessaires pour faire aboutir une initiative. Et puis c'est aussi pour les partis qui sont peut-être minoritaires, la manière d'exister. Probablement on l'utilise plus, mais sincèrement quand on voit les votations où on a 20 sujets sur lesquels il faut se prononcer. J'exagère un peu, je force le trait, mais On était à 9 en septembre, je crois. Non, mais ça reste conséquent. Ouais. si on veut se plonger dans chacun des projets pour se faire une idée objective, on n'a pas le temps. C'est difficile, hein, les sujets sont très divers. Ajouter à cela une élection complémentaire. Quand on regarde ton parcours, donc tu as eu aussi un volet politique. Là, tu es à la Chambre de commerce. Tu restes une jeune entrepreneur, chef d'entreprise. On sent un vrai attachement à Genève. Ça vient d'où? Bon, parce que j'ai grandi à Genève, que j'ai fait toute ma scolarité, à l'exception d'une année à Berlin, à Genève,
que l'entreprise a grandi à Genève, donc oui, c'est sûr. Puis j'ai toutes mes attaches à Genève, donc c'est vrai que je suis très fière de notre canton, de notre région. Je pense qu'on a une qualité de vie qui est vraiment exceptionnelle. En plus, la chance d'avoir un canton qui est petit. Donc on peut quand même traverser le canton à vélo en 15 minutes et en même temps pouvoir développer son business de manière importante avec un impact mondial. Il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans cette ville. Mais par contre, rien n'est acquis, c'est comme une entreprise, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours se battre pour le futur et se remettre en question sur ce qui a fait la richesse ou le succès du canton. Ben, c'est pas forcément les mêmes ingrédients qui fera le succès du futur. Donc il faut toujours se dire, et puis il y a de la concurrence, enfin, c'est comme une entreprise, hein. Donc faut pas se reposer sur ses lauriers. Ouais, c'est ça qui te motive. Ouais, exact. Je connais Isabelle Arche, la directrice, mais en dehors du boulot, enfin, est-ce qu'on déconnecte quand on est dirigeante d'une centaine d'employés? Et si oui, qu'est-ce que tu fais? Et en plus, quand l'entreprise porte votre nom. C'est ça qui est aussi parfois pas facile de prendre la distance. Oui, j'arrive à déconnecter. Je trouve que c'est très important. J'aime avoir du temps pour moi, pour ma famille. Il faut réussir et j'essaye dans la mesure du possible, quand la période s'y prête, si j'ai pas des choses à gérer en urgence ou quoi, de vraiment déconnecter aussi au niveau des emails. Bon, j'ai toujours mon téléphone, parce que les gens savent qu'ils peuvent me joindre, mais voilà, je prétends pas avoir la connexion 100%, 24 heures sur 24. Je pense que c'est pas sain. Moi, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de déconnecter. Et je le souhaite aussi pour les personnes qui travaillent avec moi, parce que je pense qu'on sera meilleur après, et qu'on a besoin de ces moments pour vraiment se ressourcer. Et aujourd'hui, si tu te posais la question, enfin, de quoi es-tu le plus fier de tout ton parcours? Qu'est-ce que ça serait? Je pense vraiment à l'équipe que j'ai autour de moi, parce que c'est vraiment avec elle que je construis et qu'on en est là et qu'on construit l'avenir. Tant des gens qui sont là depuis l'époque de mon père, tant des gens qui sont récents. Donc il y a vraiment une diversité. Ça, je trouve que c'est important en termes de profil, en termes d'expérience, en termes de caractère. Puis de réussir à mener des projets, de continuer à avoir ces talents d'avancer. Je suis assez fière du courage, en fait, d'avoir repris l'entreprise, mais à ce moment-là, je ne me rendais peut-être pas autant compte que ça. Mais voilà, d'avoir mené notre dernier projet de développement. Alors, c'est pas encore fait, parce que le dépôt n'est pas encore rempli, mais là, on arrive à bout touchant. En plus, on l'ouvre maintenant. C'était 2 ans de projet, 2 ans de travail très intense, et je suis contente de le voir aboutir. Et tu dirais quoi, du coup, à la Isabelle Arche, qui a 25 ans, qui reprend l'entreprise aujourd'hui, après coup? Je lui dirais bonne chance, enjoy. Non, parce que c'est vrai que c'est quand même pas tous les jours facile, hein, faut le dire, mais non, mais profite. Franchement, je dirais profite, et c'est peut-être l'Isabelle de 25 ans qui dit à l'Isabelle de 30 et quelques, qui dirait garde ce peps de la jeunesse, parce que des fois, on a tendance avec l'expérience à devenir plus sage. Alors, c'est bien aussi, mais il faut pas devenir trop sage, parce que sinon on ronronne et ça va pas. Donc je crois qu'il faut garder le bon milieu entre un peu de fougue, et ça c'est agréable aussi, hein, franchement, d'avoir l'expérience de se dire j'ai réussi. T'engranges de la confiance en toi quand tu as des succès, quand tu dis non mais je peux le faire, j'y arrive. Après voilà, tu as de nouveau des doutes, hein. Les doutes ça fait partie de la vie, mais on arrive mieux à les surmonter quand on a déjà un track record derrière soi. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces confidences. Je ne savais pas, j'ai appris beaucoup de choses, ça va, dans ton parcours. Et je te souhaite à bientôt un très bon succès et l'ouverture de tes futurs locaux. Merci beaucoup Mathéo pour l'invitation, c'était un plaisir. Retrouvez les Success Stories genevoises en audio sur Spotify, Apple Podcast et en vidéo sur YouTube. À bientôt.